Bonjour les élèves, voici une vidéo pour vous aider à réviser la partie sur le système immunitaire intitulée Risques infectieux et protection de l'organisme. Comment l'homme se protège-t-il et se défend-il contre les maladies? Alors, grâce à ce document qui nous montre une grande diversité de micro-organismes qui vivent autour de nous, nous avions vu que les micro-organismes sont des êtres vivants souvent unicellulaires que l'on ne peut observer qu'au microscope. Ils peuvent être pathogènes, c'est-à-dire générer des maladies, inoffensifs, comme la paramécie que nous avions observée au microscope, ou bénéfiques, comme les bactéries de l'intestin, qu'on appelle le microbiote. Il existe 4 groupes de micro-organismes: les virus, de la taille de l'ordre du nanomètre, les bactéries, de la taille de l'ordre du micromètre, les protozoaires, de la taille de l'ordre du dixième de millimètre, et les champignons microscopiques. Alors, grâce à ce document, notamment le document 4 à ce niveau-là, nous avions vu que nous sommes protégés de l'invasion des micro-organismes grâce à 2 barrières naturelles, la peau et les muqueuses. La peau et les muqueuses constituent des barrières aux micro-organismes, empêchant leur pénétration. Lorsque les micro-organismes réussissent à traverser la peau ou les muqueuses, on parle de contamination. Grâce à ces différents documents, nous avions vu que les modes de contamination sont très divers. On peut être contaminé par des bactéries ou des virus en consommant des aliments, en inhalant des gouttelettes ou de l'air contaminé, par exemple le virus de la grippe, lorsque la personne tousse, le virus du rhume, la bactérie de la tuberculose, par des plaies, comme par exemple la bactérie du tétanos, par des piqûres de moustiques, c'est le cas pour le virus du chikungunya, et lors de rapports sexuels non protégés ou de contacts de sang à sang, c'est le cas pour le virus du sida, qui se transmet également de la mère à l'enfant par le lait maternel. Alors, que font les virus et les bactéries une fois qu'ils ont contaminé notre organisme, qu'ils ont réussi à franchir les barrières naturelles? Eh bien, grâce à ces documents, on s'est rendu compte que lorsqu'ils ont réussi à contaminer notre corps, les virus et les bactéries vont se multiplier à l'intérieur de l'organisme. On appelle ça l'infection. Après contamination, les micro-organismes se multiplient au sein de l'organisme, c'est l'infection. Alors, comment faire pour éviter d'être contaminé et infecté? Alors, nous avions étudié quelques documents, dont un extrait du discours de Louis Pasteur devant l'Académie de médecine en 1878, qui est à l'origine des pratiques d'asepsie dans les hôpitaux. Nous avions également regardé que lorsque on se fait une blessure, afin d'éviter l'infection de la blessure, il faut utiliser des produits antiseptiques. Les risques de contamination et d'infection sont donc limités par la pratique de l'asepsie, méthode permettant d'empêcher la contamination en évitant tout contact avec les micro-organismes, par exemple la stérilisation des objets ou le lavage des mains. On va éliminer tous les micro-organismes de l'environnement afin d'éviter une contamination. Et également par l'utilisation de produits antiseptiques, produits tuant les micro-organismes et empêchant l'infection. Ce qui permet également d'éviter une contamination, c'est l'utilisation du préservatif, qui est le seul moyen de lutter contre les IST, infections sexuellement transmissibles, et notamment contre le virus du sida, syndrome de l'immunodéficience active. Alors, lorsque nous sommes contaminés et infectés par une bactérie, il y a un moyen de se débarrasser de ces bactéries. Ce sont les antibiotiques, qui ont été découverts en 1928 par le médecin anglais Alexander Fleming, comme il est indiqué dans ce document. Des antibiotiques appropriés permettent d'éliminer des bactéries. Ils sont par contre sans effet contre les virus. Donc, lorsqu'on a une maladie d'origine virale, il est inutile d'utiliser des antibiotiques. On doit utiliser ou on peut utiliser des antibiotiques uniquement dans le cas de maladies d'origine bactérienne. D'accord? Ils seront inutiles, sans effet, inefficaces dans le cas de maladies d'origine virale, dues à des virus, comme par exemple la grippe. Donc voilà le schéma bilan. Donc ce schéma est à connaître, donc révisez-le bien. Et maintenant, nous allons voir comment notre corps va se défendre lorsqu'il a été malheureusement, malgré toutes nos mesures d'asepsie et d'hygiène, lorsque notre corps a été contaminé et infecté.
Donc là, nous voyons un exemple au niveau d'une plaie infectée. Alors les syndromes d'une infection au niveau d'une plaie sont la sensation de chaleur, la douleur, le gonflement, la rougeur et également l'apparition de pus. Alors si on prend une goutte de pus et qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur d'une goutte de pus, eh bien on voit des bactéries. Tous les petits tic-tac, ce qui ressemble à des tic-tac, ce sont des bactéries. Et également, on voit des grosses cellules qui sont des leucocytes. Les leucocytes, c'est le mot scientifique pour dire globules blancs. Et sur ce leucocyte-là, on a l'impression que le leucocyte est en train de manger deux bactéries. Alors, comment des globules blancs, qui sont normalement dans le sang, en compagnie des globules rouges, peuvent-ils se retrouver au niveau d'une plaie infectée en train de manger des bactéries? Eh bien, tout simplement, on se rend compte que les globules blancs sont capables de sortir des vaisseaux sanguins au niveau d'une plaie infectée, donc de détecter la présence de bactéries, de sortir des vaisseaux sanguins au niveau de cette plaie infectée, de se déformer, de faire des prolongements cytoplasmiques afin d'aller attraper et de manger toutes les bactéries qui sont au niveau de cette plaie infectée. Cette réaction est très rapide, c'est la première qui se produit. Elle s'appelle la phagocytose. Donc voilà le schéma de la phagocytose que l'on avait fait en classe. D'accord? Donc il faut bien le réviser, il faut le connaître. On voit donc la situation normale, la situation où nous avons une plaie qui est en train de s'infecter, et les globules blancs qui sortent des vaisseaux sanguins et qui viennent manger les bactéries. C'est une réaction rapide qui s'appelle la phagocytose. Et les globules blancs qui interviennent dans la phagocytose sont appelés les phagocytes. Et oui, parce qu'il y a plusieurs types de globules blancs qui ont plusieurs rôles différents. Voilà le premier rôle de certains globules blancs, la phagocytose, donc ils s'appellent des phagocytes. L'organisme reconnaît en permanence la présence d'éléments étrangers grâce à son système immunitaire. Il réagit donc selon des modalités dont les effets sont plus ou moins rapides. Une réaction rapide, la phagocytose, qui correspond à l'ingestion et la digestion d'éléments étrangers, qui est réalisée par certains leucocytes, qu'on appelle les phagocytes, permet le plus souvent de stopper l'infection. Le plus souvent. Cependant, de temps en temps, cette phagocytose n'est pas assez efficace. Elle est rapide, certes, mais elle n'est pas assez efficace. Et si elle n'est pas assez efficace, cette réaction va se faire déborder par le nombre de bactéries ou le nombre de virus, et le corps va devoir mettre en place des réactions lentes. Alors, première réaction lente que nous avions vue grâce à ces documents-là, nous avions vu que lorsqu'un individu est infecté, donc que la phagocytose n'a pas fonctionné, les ganglions qui sont présents dans le cou, mais qui sont aussi présents à plusieurs endroits du corps, au niveau des aisselles, au niveau des aines, d'accord, vont gonfler. Ceci est dû à la multiplication des lymphocytes après reconnaissance d'éléments étrangers, par exemple des bactéries dans les ganglions lymphatiques, ce qui les fait gonfler. Et c'est pour ça que quand on va chez le médecin va palper ces ganglions. Si les ganglions sont gonflés, ça veut dire que les lymphocytes, donc ce sont d'autres globules blancs qui vont agir au niveau des réactions lentes, d'accord? Ces lymphocytes se sont multipliés, ce qui veut dire qu'ils ont été confrontés à un élément étranger et donc que nous sommes infectés. Alors, si l'on regarde ce document, on se rend compte que les lymphocytes reconnaissent les bactéries grâce aux antigènes que ces bactéries portent à leur surface. Donc, ce sont des petites molécules, d'accord, qui ont une forme particulière, d'accord? Donc, un antigène, c'est une molécule étrangère à l'organisme pouvant déclencher une réaction immunitaire lente car elle est reconnue par les lymphocytes. Et souvenez-vous bien que les antigènes, ça gêne. Les antigènes, ça gêne. Alors voilà un exemple d'antigène à la surface des bactéries. Donc là, on voit la bactérie, d'accord, orange. Et à la surface, on voit des petits triangles rouges. Eh bien, ce sont les antigènes, ces petits triangles rouges. Et c'est ça qui va être reconnu par les lymphocytes. Voilà un lymphocyte présent dans les ganglions lymphatiques qui va surveiller notre organisme. Et à la surface de ces lymphocytes, il y a des petits détecteurs, alors on en reparlera juste après, qui vont se fixer aux antigènes, qui vont activer le lymphocyte. Et à ce moment-là, le lymphocyte se multipliera. Voilà, alors grâce à ces documents-là, nous voulions comprendre qu'est-ce qui permet exactement, précisément, de nous protéger contre les maladies, contre les bactéries et les virus. Alors, ce qui nous permet de nous protéger contre les bactéries, c'est une petite molécule en forme de Y qui s'appelle un anticorps. D'accord? Donc, ce sont les anticorps qui se fixent aux antigènes des bactéries
permettant ainsi de les neutraliser. Les anticorps sont fabriqués par les lymphocytes B qui, après avoir été activés suite à la détection des bactéries, se sont multipliés puis ont produit des anticorps qu'ils ont libérés dans le sang. Et ce sont les anticorps qui ont été libérés dans le sang et la lymphe qui vont aller attraper, s'accrocher aux antigènes des bactéries et neutraliser ainsi les bactéries. Donc il faut du temps, environ 2 ou 3 jours, pour que les lymphocytes produisent, soient efficaces, produisent et libèrent les anticorps dans le sang. C'est pour ça que quand on a une maladie, la maladie dure environ 1 semaine, car il faut 2 ou 3 jours pour fabriquer, pour que les lymphocytes reconnaissent les antigènes, qu'ils soient activés, qu'ils se multiplient, qu'ils produisent les anticorps, qu'ils les libèrent dans le sang. Il faut à peu près 2 ou 3 jours pour ça. C'est pour ça qu'il faut 1 semaine à peu près pour être guéri. Par exemple, quand on a une maladie, n'importe laquelle, on est malade à peu près 1 semaine, puisqu'il faut 2 ou 3 jours pour fabriquer les anticorps. Ensuite, il faut attendre que les anticorps aillent neutraliser les éléments étrangers pour enfin pouvoir guérir. Donc, ça prend à peu près 1 semaine. Donc, un anticorps, c'est une molécule produite par des lymphocytes B pouvant se lier spécifiquement à un antigène donné. Les anticorps, ça corrige. Comment ne pas confondre antigène et anticorps? Les antigènes, ça gêne, donc c'est sur les bactéries. Les anticorps, ça corrige, donc c'est produit par nos globules blancs et en l'occurrence par nos lymphocytes B. Voilà, donc ça c'est un exercice que vous pouvez faire pour vous entraîner. Préciser la localisation des antigènes. La localisation des antigènes est à la surface des bactéries. Indiquer la différence entre ces 3 antigènes. La différence entre ces 3 antigènes est leur forme. Décrire la forme de la partie commune à tous les anticorps. Tous les anticorps ont une forme de Y, d'accord? Et comparer la forme des anticorps contre les staphylocoques à celle des antigènes des staphylocoques. Eh bien, les anticorps contre les staphylocoques ont au bout de leurs bras des récepteurs qui sont en forme de rectangle, d'accord? Et qui peuvent s'emboîter avec les antigènes en forme de rectangle qui sont sur les staphylocoques. On dit que la forme des anticorps au bout des bras des anticorps et la forme des antigènes sont complémentaires car elles peuvent s'emboîter. Donc là, nous allons regarder le schéma du mécanisme d'action des anticorps. Donc premièrement, dans les ganglions lymphatiques, les lymphocytes B vont reconnaître des bactéries grâce aux antigènes qu'elles portent à leur surface. D'accord? Ces lymphocytes B ont des anticorps à la surface qui vont s'accrocher aux antigènes et ainsi activer les lymphocytes B. Une fois les lymphocytes B activés, ils vont se multiplier pour former une armée. Une fois qu'ils auront formé une armée, ils vont chacun produire en grande quantité des anticorps qu'ils vont libérer dans le sang. Une fois dans le sang, les anticorps vont aller attraper les bactéries, s'accrocher à elles, formant ce qu'on appelle un complexe anticorps-antigène ou un complexe antigène-anticorps. Une fois que le complexe antigène-anticorps est formé, les bactéries sont inactivées. Donc elles ne peuvent plus être nocives pour notre corps. Mais il va falloir s'en débarrasser. Qui va nous aider à nous en débarrasser? Un phagocyte qui va venir manger ce complexe antigène-anticorps pour nous en débarrasser. Voilà le mode d'action des lymphocytes B avec les anticorps. Donc, révisez bien ce schéma bilan. Il est à connaître. Alors, grâce à ce document, nous avions vu qu'une personne qui possède dans son sang des anticorps contre n'importe quelle maladie, contre une maladie donnée, peu importe laquelle, cette personne est dite séropositive. Donc, par exemple, lorsqu'on a une angine bactérienne, on va produire des anticorps contre les bactéries responsables de l'angine. On sera séropositif pour l'angine bactérienne. Alors, il y a une autre façon de se débarrasser surtout des virus dans le corps, puisque les virus sont beaucoup plus petits que les bactéries et ils vont se développer à l'intérieur de nos propres cellules. Donc, les anticorps ne peuvent pas attraper les virus si ces virus se développent à l'intérieur de nos cellules. Alors, pour se débarrasser des virus, il va falloir tuer la cellule infectée, d'accord? Pour tuer tous les virus qui seront à l'intérieur.
Alors, qui s'occupe de tuer toutes les cellules infectées? Eh bien, ce sont d'autres lymphocytes, d'autres globules blancs, qui s'appellent des lymphocytes T. Ils vont venir s'accrocher à la cellule infectée et lui faire le baiser de la mort, c'est-à-dire se coller à elle et lui envoyer des toxines pour la détruire. D'autres leucocytes, les lymphocytes T, détruisent par contact, c'est-à-dire baiser de la mort, les cellules infectées par un virus. Les lymphocytes B et les lymphocytes T ne peuvent agir que contre un seul type de bactérie ou un seul type de virus, c'est-à-dire une seule maladie. On dit qu'ils sont spécifiques d'un antigène ou d'un virus donné. Donc voilà le mode d'action des lymphocytes T. Donc la cellule va être infectée par un virus et elle va présenter à sa surface un antigène du virus qui l'a infecté. Le lymphocyte T va reconnaître l'antigène du virus qui n'est pas présent chez les cellules non infectées. Il va s'accrocher à la cellule infectée et va la détruire. Voilà un autre schéma qui montre exactement la même chose. Vous voyez, les cellules non infectées ne sont pas détruites. Donc, si on résume, on a une réaction rapide, la phagocytose, qui est le fait de manger des bactéries, qui est réalisée par certains globules blancs qu'on appelle des phagocytes. On a deux réactions lentes, une qui produit des anticorps par les lymphocytes B. Les anticorps vont aller s'accrocher aux antigènes des éléments étrangers, des bactéries. Et on a une autre réaction lente qui est produite par d'autres globules blancs encore qui s'appellent les lymphocytes T, qui vont, eux, faire le baiser de la mort, envoyer des toxines à l'intérieur des cellules infectées afin de les détruire. Alors maintenant, on va s'intéresser à une autre facette de notre système immunitaire qui est la mémoire immunitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la mémoire immunitaire? Eh bien, on se rend compte, par exemple, dans ce document-là, que lors du premier contact avec un antigène, c'est-à-dire lors du premier contact avec une maladie, on ne va pas produire tout de suite des anticorps puisque, comme on l'a vu précédemment, il faut plusieurs jours pour que les lymphocytes soient activés, se multiplient et produisent des anticorps. Donc, au bout de 2 jours à peu près, après donc, la rencontre avec l'antigène, la quantité d'anticorps va augmenter un petit peu. Donc là, on regarde la courbe bleue parce qu'on s'intéresse à l'antigène A et aux anticorps anti-A. Donc, au bout de 2 jours, la quantité d'anticorps augmente un petit peu jusqu'à peu près 100. C'est une unité arbitraire, donc quand il y a une unité arbitraire, on ne met pas d'unité, on dit juste 100. Puis, donc là, on voit que au bout de 5 jours, la quantité d'anticorps est maximale. Les antigènes vont être neutralisés, détruits. Donc la quantité d'anticorps diminue lorsque nous sommes guéris, jusqu'à réatteindre le niveau proche de 0. Et si au bout de 30 jours, on fait une seconde injection d'un antigène, on se rend compte que, contrairement à la première injection, la quantité d'anticorps va augmenter immédiatement dans le sang et elle va augmenter en quantité 9 fois plus importante. Là, elle va arriver à une quantité de 900, alors que lors de la première rencontre, elle arrivait à une quantité de 100. Donc, la seconde rencontre avec le même antigène entraîne une production d'anticorps plus rapide, immédiate, plus importante, 9 fois plus d'anticorps que lors de la première rencontre avec l'antigène. Voilà pourquoi on attrape les maladies une seule fois dans notre vie. Je prends l'exemple de la varicelle. La varicelle, on va l'attraper quand on est petit. Donc, on va fabriquer quelques anticorps qui vont nous guérir de la varicelle. Mais notre corps va garder en mémoire cette maladie. Et lorsque nous serons confrontés de nouveau au virus de la varicelle, la quantité d'anticorps va augmenter immédiatement et en très grande quantité. Et du coup, les virus ne pourront pas nous rendre malades, ils seront immédiatement neutralisés. Alors, comment ça se passe en fait, cette mémoire immunitaire? Eh bien, en fait, donc, nos lymphocytes B sont produits dans la moelle osseuse rouge, donc dans les os, à l'intérieur des os. Donc, au départ, ils sont ce qu'on appelle naïfs, quand ils n'ont pas encore rencontré d'antigène. Et quand ils ont rencontré un antigène, ils vont être activés, se multiplier et fabriquer des anticorps.
ils deviennent des lymphocytes actifs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que là, en plus des lymphocytes actifs, ça on ne l'avait pas vu, sont fabriqués des lymphocytes qu'on appelle des lymphocytes mémoire. Ces lymphocytes mémoire ne vont pas agir tout de suite. Ils vont agir à la prochaine rencontre et aux suivantes avec le même antigène, avec la même maladie. Ils vont garder en mémoire cette maladie pour agir rapidement et beaucoup plus efficacement les fois prochaines. Donc les lymphocytes sont fabriqués dans la moelle osseuse rouge. Ils rencontrent les antigènes des éléments étrangers dans les ganglions lymphatiques dans lesquels ils sont activés, puis ils se transforment en lymphocytes actifs qui vont produire et libérer des anticorps dans le sang, et également en lymphocytes mémoire qui ne vont pas produire d'anticorps lors de la première rencontre, mais qui vont en produire à partir de la deuxième rencontre avec l'antigène. Donc ils seront déjà prêts et pourront agir immédiatement et libérer beaucoup plus d'anticorps que lors de la première rencontre avec l'antigène. C'est grâce à cette mémoire immunitaire que nous avons pu créer, que nous pouvons utiliser des vaccins. Alors, dans ces documents-là, nous avions vu la découverte de la vaccination. Donc ça, c'est Jenner, Edward Jenner, qui a découvert en 1798 le premier vaccin. Donc il a utilisé une maladie très proche, donc des antigènes très proches d'une autre maladie, afin d'immuniser un individu. Alors, pour trouver deux maladies qui ont des antigènes très proches, c'est compliqué. Alors maintenant, on utilise, nous, surtout la méthode de Louis Pasteur. Louis Pasteur, lui, en fait, il a découvert la vaccination en laissant un petit peu mourir de faim ces bactéries, d'accord? Il avait laissé très longtemps des bactéries qui étaient un petit peu affaiblies. Des bactéries du choléra des poules. Donc, ces bactéries étaient très affaiblies. Il les a mises dans les poules. Les poules ont survécu. Mais elles ont produit des anticorps anti-choléra. Et à la prochaine rencontre avec le choléra, eh bien, les bactéries ont survécu. Elles étaient immunisées. Donc maintenant, nous, pour vacciner, pour faire des vaccins, on utilise des bactéries soit en morceaux, soit affaiblies, des virus pour les virus séparés, afin que notre corps détecte quand même les antigènes. On détecte quand même les antigènes sur des bactéries coupées en morceaux ou sur des bactéries affaiblies, qu'il fabrique ses lymphocytes actifs et ses lymphocytes mémoire. Et comme ça, lors de la prochaine rencontre, avec une bactérie entière et bien vivante cette fois-ci, et en pleine forme, eh bien, notre corps ne la laissera pas, la neutralisera tout de suite, il ne la laissera pas agir. Et donc, nous ne tomberons pas malades. Voilà, donc ça, c'est un graphique qui montre la quantité d'anticorps anti-A dans le plasma en fonction du temps et en fonction donc des injections successives de l'antigène A. Donc, lors de la première injection, il se passe la même chose qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire 2 jours de délai avant de fabriquer les anticorps, une quantité d'anticorps qui augmente très légèrement, mais qui suffit pour nous guérir la première fois, puis qui rediminue. Lors de la deuxième injection du même antigène, donc ça pour les vaccins on appelle ça un rappel, donc lors du premier rappel, la quantité d'anticorps augmente immédiatement et en plus grande quantité, mais on voit qu'au cours du temps, cette quantité d'anticorps diminue un petit peu. Donc les lymphocytes mémoire, petit à petit, ils meurent quand même au cours du temps. Donc, pour ne pas qu'on perde la mémoire totale, c'est-à-dire qu'on perde tous nos lymphocytes mémoire, il faut faire encore un rappel qui va réaugmenter de façon très conséquente la quantité d'anticorps. Et on voit également que la quantité diminue au cours du temps. Donc, il faut refaire encore un rappel pour réaugmenter la quantité d'anticorps. Alors, pour certaines maladies, un seul rappel suffit. Pour certaines maladies, un seul vaccin suffit. Et pour certaines maladies, il faut faire des rappels très régulièrement au cours du temps, parce que sinon, si on ne fait pas ces rappels, au bout d'un moment, on va perdre cette mémoire immunitaire et donc on pourra retomber malade de cette maladie. Et dans ces documents-là, nous avions vu qu'il est très important de se faire vacciner, car cela diminue déjà le nombre de cas de maladie, donc le nombre de décès, hein, ça peut diminuer le nombre de décès car il y a des maladies mortelles, et ça peut même faire disparaître certaines maladies comme par exemple la polio paralysante qui est passée de à peu près 50 000 cas avant la vaccination à 0 cas en France. Donc la polio paralysante a disparu de notre pays. Donc la vaccination permet à l'organisme d'acquérir préventivement et durablement
une mémoire immunitaire relative à un micro-organisme. Donc, effectivement, hein, chaque vaccin est spécifique d'un micro-organisme. Hein, on ne peut pas se vacciner contre toutes les maladies avec un seul vaccin. Alors, euh, il faut différencier les injections et les vaccins. En fait, souvent, hein, quand on fait les vaccins aux bébés, on met plusieurs vaccins différents dans une même injection. Ça veut dire que, par exemple, quand on fait le ROR, le vaccin ROR, l'injection ROR, rougeole, oreillon, rubéole, en fait, on vaccine l'enfant contre 3 maladies différentes. Donc, il y a 3 vaccins pour la même injection. Et donc, ça permet d'acquérir durablement une mémoire immunitaire grâce au maintien dans l'organisme de nombreux lymphocytes mémoire. Se faire vacciner est un acte civique important, car quand on se fait vacciner, on se protège soi-même et on protège aussi les autres en empêchant le virus de circuler et même peut-être en faisant disparaître totalement le virus ou la bactérie. Donc voilà le schéma bilan de toutes les réactions immunitaires du corps. La réaction rapide, la phagocytose. Révisez bien ce schéma bilan, il est complet. Les 2 réactions lentes avec la production d'anticorps par les lymphocytes B et la neutralisation puis phagocytose de ce complexe anticorps-antigène. La deuxième réaction lente avec les lymphocytes T et le baiser de la mort afin de détruire les cellules infectées par les virus. Et enfin, l'utilisation de la mémoire immunitaire dans le cas de la vaccination afin d'acquérir une protection durable contre certaines maladies. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à un dérèglement, un dysfonctionnement du système immunitaire dû à un virus qui s'appelle le virus du sida. Donc dans ce document, nous voyons que le sida est une maladie présente sur tous les continents, particulièrement en Afrique et en Asie. Donc on peut appeler ça une épidémie mondiale. Le sida se transmet dans 80% des cas par des relations sexuelles non protégées. Le seul moyen, je vous rappelle, de vous protéger, c'est le préservatif. Et il se transmet également par contact de sang à sang et de la mère à l'enfant. Alors, ce graphique nous permet de comprendre que une personne contaminée est immédiatement contagieuse. Elle peut immédiatement transmettre à son tour le virus, car elle a le virus dans le sang tout de suite. D'ailleurs, la quantité augmente avec le temps. D'accord? Par contre, le test du sida, il va détecter dans le sang, il ne détecte pas les virus. Il détecte les anticorps qui ont été produits, les anticorps antivirus du sida, qui ont été produits par le corps. Sauf que là, dans ce document, on se rend compte que la production d'anticorps anti-VIH, au départ, eh bien, il n'y a pas d'anticorps anti-VIH produits au début de la contamination par le virus. Donc, et là, il faut à peu près attendre 2 mois pour que la quantité d'anticorps augmente dans le sang. Donc, il faut attendre à peu près 2 mois pour qu'on puisse détecter des anticorps dans le sang. Donc, si une personne a eu une relation sexuelle non protégée, a pris des risques avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, et qu'elle va faire son test du sida tout de suite, immédiatement, dans la semaine qui suit, son test ne va pas pouvoir détecter d'anticorps, alors qu'elle a des virus dans le sang. Mais le test ne va pas pouvoir détecter d'anticorps. Donc, le test va être négatif, mais il sera faussement négatif puisque la personne a bel et bien été contaminée. Donc, lors d'une prise de risque, lors de rapports sexuels avec des personnes sans préservatif, la personne, avant de faire le test du sida, la personne devra attendre 2 mois. 2 mois, c'est le temps pour le corps, c'est le temps pour que le corps commence à produire des anticorps anti-sida et c'est le temps donc pour que lors du test, on puisse détecter ces anticorps anti-sida. Donc, une personne donc, est immédiatement contagieuse. Par contre, elle ne fabrique d'anticorps que 2 mois après avoir été contaminée. Le test du sida doit donc être fait minimum 2 mois après une prise de risque. Sinon, il sera faussement négatif. Alors, ce document-là, ça nous montre le test ELISA. C'est le test qui est fait pour détecter les anticorps anti-sida. Donc, on se rend compte que, en fait,
On met du sérum, donc là, à ce niveau-là, de patients, de différents patients. Ça, ce sont des puits dans lesquels on ajoute du sérum qui ne contient pas d'anticorps. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'anticorps dans le sang, ça reste transparent. Et là, ça, c'est du sérum qui contient des anticorps anti-VIH. Donc, on voit que lorsque le patient a dans son sang des anticorps anti-VIH, le puits devient jaune. Et là, donc, on voit que le patient E6 et le patient B9 contiennent dans leur sang, possèdent dans leur sang des anticorps anti-sida, ce qui veut dire qu'ils sont confrontés au virus et qu'ils sont donc porteurs du virus du sida. Donc le test est positif pour le patient E6 et le patient B9. On dit qu'ils sont séropositifs pour le VIH. Alors là, ça vous montre en fait comment le virus du sida se propage dans les cellules du corps. Donc, il infecte ce virus, les lymphocytes T4. Il pénètre dans les lymphocytes T4, il libère son matériel génétique, il se multiplie à l'intérieur et lorsqu'il ressort du lymphocyte T4, il ressort en très très grande quantité, ce qui va tuer le lymphocyte T4. Donc, le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, parasite les lymphocytes T4, entraînant leur mort. Donc ici, vous avez également donc, deux courbes qui montrent la quantité de lymphocytes T4 en fonction du temps et la quantité de virus également en fonction du temps. Donc là, on voit que la quantité de virus augmente jusqu'à ce que le corps produise des anticorps. À ce moment-là, elle rediminue un petit peu, mais elle reste encore présente, cette quantité de virus dans le sang. Il y a encore les anticorps ne permettent pas de détruire tous les virus. Donc, de 3 à 8 semaines, c'est la primo-infection, aucun symptôme, parfois légère fatigue et fièvre. Pendant 12 ans, phase asymptomatique, on peut observer un gonflement des ganglions. Les premières maladies opportunistes vont apparaître. Et après 12 ans, pendant 2 à 4 ans, les maladies opportunistes graves apparaissent. Donc, pourquoi les maladies opportunistes apparaissent? Parce que le lymphocyte T4, c'est un petit peu le chef d'orchestre de notre système immunitaire. Si le lymphocyte T4 est absent, aucun lymphocyte ne se met en marche, ne peut se mettre en marche. D'accord? Donc, si le système immunitaire ne fonctionne plus, les maladies opportunistes, c'est-à-dire des maladies qui vont profiter de cette occasion, vont s'installer dans le corps. On ne va pas réussir à se guérir de ces maladies puisqu'on n'a plus de système immunitaire. Donc, un simple rhume peut dégénérer en maladie très, très grave et ça va entraîner la mort. D'accord? Donc, la quantité de lymphocytes T4 reste stable pendant environ 12 ans, puis elle chute fortement. Les lymphocytes T4 coordonnent la réponse immunitaire. S'ils sont absents, il ne peut y avoir de réponse, ni des anticorps, ni des lymphocytes tueurs, lymphocytes T. L'individu est alors atteint du syndrome d'immunodéficience active, le sida. Donc ça, c'est le traitement du sida. Le traitement anti-VIH doit être démarré lorsque la personne séropositive a entre 200 et 350 lymphocytes T4 par millimètre cube de sang. Il permet de diminuer considérablement la quantité de virus dans le sang et de réaugmenter la quantité de lymphocytes T4. Et on voit que si le patient arrête ne serait-ce que 2 jours son traitement, ici, d'accord, le nombre de lymphocytes T4 chute et le nombre de virus augmente considérablement. Donc ce traitement ne doit jamais être interrompu. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans vos révisions et à bientôt.